Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir lancer notre table ronde qui concerne un sujet, enfin même deux sujets intéressants pour notre filière. C'est la décarbonation du transport et du transport maritime. Mais on va aussi parler, vous allez voir, de collaboration entre différents chargeurs, dont certains sont ici présents. Je vais peut-être vous présenter rapidement pour qu'on puisse ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc nous avons Alain Goll, d'ADO, Alexandre Dupont, Michelin, Alain Borne, Rémi Cointreau, Lise Détrimont, qui n'est pas chargeur, mais elle nous expliquera Winship, Amaury Bolvin, qui est le directeur général de Zéphyr et Boré, et Géraud Pelat de Vildon, qui a une double casquette, Michelin, mais aussi par rapport à l'association, et c'est d'ailleurs Géraud qui va lancer cette table ronde. Merci Alain. Alors effectivement, je vais vous introduire un peu le sujet. Si on peut avoir les slides, s'il vous plaît. Alors, effectivement, je vais vous introduire la coalition des chargeurs qui œuvre pour un transport maritime bas carbone. Alors, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais prendre 5 à 10 minutes pour vous présenter. Et puis après, Alain nous posera un certain nombre de questions aux gens autour de cette table ronde. Alors, notre enjeu aujourd'hui, c'est la décarbonation du transport maritime. Pourquoi on s'active sur ce sujet? Aujourd'hui, il y a globalement deux solutions qui s'offrent à nous. Une offerte par les compagnies maritimes traditionnelles autour des nouveaux carburants, donc biofuel, e-fuel. Mais en tout cas de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que ça repose principalement sur des nouveaux carburants, avec un certain nombre de questions autour de ces carburants, autour du prix à long terme, de la disponibilité, de leur traçabilité, aussi du fait de décarboner juste entre guillemets en faisant un chèque. Mais en tout cas, c'est une solution qui est intéressante pour nous en tant que chargeurs, mais qui est pas tellement challengeante pour nous. Le deuxième levier qui existe, c'est la propulsion vélique, avec un certain nombre de projets qui arrivent, qui sont en phase de maturation pour certains, mais globalement, peu de projets adaptés aux containers. Donc en synthèse, beaucoup de difficultés d'avoir de la visibilité sur la roadmap des transporteurs maritimes et donc sur notre propre roadmap à nous. Donc avec un certain nombre de chargeurs qui viennent de beaucoup de secteurs, du secteur automobile, des transitaires, du secteur du luxe, du secteur alimentaire, de la pétrochimie, des spiritueux ou d'autres fournitures diverses. On s'est groupé et on a lancé une initiative autour de justement comment on va arriver, nous, en collaborant, à décarboner le transport maritime. Voilà, j'ai un peu de mal à voir les slides, mais je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé donc une structure. Alors, attendez, j'ai beaucoup de mal à faire avancer mes slides. Ouais, allez-y, déroulez tout le slide, s'il vous plaît. Merci. Et on s'est groupé donc autour d'une association pour justement pouvoir interroger de façon groupée les compagnies maritimes. On n'a pas l'ambition, nous, d'être compagnie maritime. Ça, c'est chacun son rôle, chacun son job. On n'a pas l'ambition non plus de construire des bateaux. Ce n'est pas notre rôle en tant que chargeur. On n'a pas non plus l'ambition d'investir ni de fournir une technologie. Donc notre rôle va être de rester chargeur et donc d'apporter des contrats long terme. On parle de contrats entre 5 et 10 ans aux compagnies maritimes pour justement promouvoir des solutions bas carbone. Alors, on a donc lancé un appel d'offres. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à lancer mes slides, mais on a lancé un appel d'offres, mais on s'est inspiré de solutions existantes, notamment d'une initiative qui s'appelle Neoline, qui consiste toujours, parce qu'ils sont en train de lancer la construction de leur bateau sur une ligne entre la France et l'Amérique du Nord, un bateau roulier. Et on s'est dit, bah, super, puisqu'ils l'ont fait sur un bateau roulier, puisque ça marche, essayons de le faire sur le porte-container. Donc on s'est inspiré de tout le travail et toute l'énergie qu'ils ont mis pour dire, bah, on va lancer, nous, une initiative, mais centrée sur le porte-container. Et donc, on a travaillé courant 2021 et aussi tout 2022 autour donc de ce lancement d'appel d'offres
Et donc on a sélectionné 2 lignes, une ligne ce qu'on appelle Atlantique Nord, une ligne au départ de l'Atlantique Sud, avec un appel d'offres sur 4 critères. 1, une taille de bateau entre 5 et 600 TEU. 2, un départ hebdomadaire. On voulait tout de suite démarrer avec une solution industrielle. 50% de propulsion vélique afin de vraiment promouvoir la sobriété énergétique des bateaux et le fait d'utiliser moins d'énergie pour transporter un container. Et puis une réduction des émissions de CO2 de 50% à minima par rapport aux solutions conventionnelles. Donc on a lancé ces appels d'offres et la société retenue est une société qui s'appelle Zephyr et Boré, qui va nous être introduit après, donc qui est représenté par Amaury, avec un projet qui s'appelle WillyWo, un concept qui s'appelle WillyWo. Et donc l'idée, c'est de déployer un premier bateau mi-2025 avec une ligne complètement déployée fin 2026 pour 5 bateaux par ligne. Donc ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Chacun a donc contribué, chaque chargeur a contribué donc à l'élaboration de ce cahier des charges dernière partie de 2021 et puis toute la démarche d'appel d'offres début 2022. Ça n'a pas été un chemin facile, mais par contre ça a été un chemin où on a appris énormément de choses. Déjà sur le monde maritime, sur la constitution, sur la construction d'un bateau, sur même les prix, comment étaient établis les prix. Donc on a appris énormément de choses et donc on a, courant 2022, avancé énormément dans notre réflexion. Et on est en phase aujourd'hui donc, de signature des contrats afin de pouvoir lancer la construction des bateaux, afin que Zephyr et Boré puissent lancer la construction des bateaux en 2023. Alors on a 4 enjeux principaux qui sont 1, l'engagement long terme, ça c'est un des enjeux numéro 1. C'est-à-dire qu'effectivement on part d'un marché maritime où on s'engage sur le très court terme pour certains, 3 mois, même au spot, mais plutôt des engagements d'1 an. Et là on dit en fait il va falloir s'engager sur 10 ans. Donc c'est vraiment un des enjeux majeurs dans nos entreprises. Le deuxième enjeu c'est l'allocation fixe, parce qu'on n'est pas non plus habitué à ça. On a une certaine variabilité par rapport aux transporteurs maritimes. Donc c'est un enjeu fort pour nous de dire toutes les semaines, il faut remettre la même quantité de containers. Troisième enjeu, c'est un enjeu de prix. Pour être tout à fait transparent, ce type de transport va coûter plus cher. Les bateaux coûtent plus cher, les bateaux sont plus petits. Donc un transport bas carbone, en tout cas ce type de transport bas carbone va coûter plus cher. La question c'est coûter plus cher par rapport à quoi ? Est-ce qu'on compare par rapport au prix de l'année dernière, au prix de cette année ? Quels vont être les prix en 2030, en 2035 ? Donc ça, c'est des questions qui doivent être résolues dans chaque entreprise, mais en tout cas qui effectivement font évoluer les entreprises et permettent de faire avancer la réflexion. Et enfin, le dernier sujet, c'est d'avoir suffisamment de chargeurs, d'être suffisamment nombreux sur chacune des lignes, puisqu'on garantit collégialement, enfin pas collégialement, mais il faut qu'on soit suffisamment nombreux pour remplir le bateau, pour que la construction puisse être lancée. Et donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est effectivement de finaliser le remplissage des bateaux. On y est presque, mais pas encore tout à fait. Je veux bien le slide d'après. Suite à mon dernier slide porte sur les nouvelles initiatives. Suite au succès en fait, de ces 2 premières routes, on a lancé 3 nouvelles routes, 3 nouveaux appels d'offres. Alors on est en cours. On n'a pas encore lancé les appels d'offres, on est plutôt en cours de constitution justement des cahiers des charges sur 3 routes. La mer Baltique vers l'Amérique du Nord, une route qui est située entre l'Europe du Sud et l'Amérique du Sud via l'Afrique. Donc ça c'est et une dernière route qui porte sur des flux Asie entre l'Europe et l'Asie. Voilà, donc c'est une démarche qui est lancée depuis 2 ans, on va bientôt voir la première tôle. Mais ça nous a demandé beaucoup d'efforts, on a beaucoup appris. Et c'était une très bonne expérience, je pense, pour chacun. Merci Géraud. Merci pour ce résumé de plusieurs mois de travail. Félicitations pour avoir remporté cet appel d'offres. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de parler un peu plus de ce qu'il y a derrière le Vélic. Donc on va demander aux personnes qui sont les plus avancées aujourd'hui de nous éclairer un peu, parce que j'imagine que dans l'assistance, tout le monde n'est pas complètement encore au point sur le Vélic.
J'en fais partie, puisqu'on fait partie d'une génération où ça n'existait pas. Donc il y a 2-3 ans, on n'en parlait pas. Donc c'était même, on ne savait pas si ça pouvait fonctionner. Et donc c'est intéressant qu'on puisse commencer avec ce sujet et puis qu'on en sache un peu plus. Gardez vos questions, puisque derrière, on fera une série de questions-réponses en fin de présentation. Donc si vous avez des questions sur ce premier sujet, n'hésitez pas. Et je suis sûr que nos invités pourront y répondre. On commence par vous, peut-être, Zéphyr et Boré, sur peut-être un petit peu sur l'entreprise qu'on connaît encore peu, et puis de façon un peu plus générale sur où on en est aujourd'hui. Parce qu'on entend pas mal de choses. Est-ce que ça marche sur des anciens bateaux? Est-ce qu'il faut de nouveaux bateaux? Quelle est la capacité? Plein de choses intéressantes. Vous avez les réponses, donc allez-y. Ok. Bonjour à toutes et tous. Merci Jérôme pour la présentation. Donc Zéphyr et Boré, nous on est une jeune compagnie maritime, on a 8 ans d'existence, on est spécialisé sur les solutions de transport bas carbone, et plus que le bas carbone, ce qu'on prône c'est un transport sobre en énergie, en utilisant massivement la voile, mais combiné aussi à la réduction de vitesse. Et comme on ne peut pas tout faire à la voile, on utilise aussi un peu de carburant de synthèse. Mais on va dire que la pierre angulaire de notre manière, enfin on prévoit de pouvoir en utiliser en tout cas, mais la pierre angulaire de nos axes de décarbonation, c'est la voile. On a un premier projet qui est en cours de réalisation, donc qui va être mis en exploitation cet été, pour le compte d'Ariane Group, donc un premier roulier à propulsion à voile auxiliaire. Donc c'est le premier bateau de cette taille-là qui va être à voile et donc qui va être mis en exploitation. Et on développe, donc on a la responsabilité, puisqu'on a gagné cet appel d'offres fantastique. Et donc on est en train de développer et de préparer la mise en exploitation de ce service conteneur entre l'Europe et les États-Unis, dont 50% du bilan carbone va reposer sur l'économie d'énergie, la sobriété énergétique, et donc on obtient ça grâce à la voile et à la réduction de vitesse. Où on en est au niveau du projet, c'était une des questions. On n'est pas loin de signer le contrat de construction, et on est en train de signer les contrats de transport avant de signer le contrat de construction. Mais voilà, on est on time, on est dans le planning pour pouvoir mettre en exploitation tout ça à partir de 2025 et avoir livré la totalité des bateaux pour avoir une ligne opérationnelle d'ici fin 2026. Très bien. On peut demander aussi à Lise Détrimont de nous éclairer un peu sur ce nouveau marché, l'état des lieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous pouvez nous éclairer sur le sujet du Vélic? Du Vélic. Alors peut-être en 2 mots, Winship, dont je suis la déléguée générale, c'est une association qui réunit aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de membres qui sont des armateurs, des équipementiers qui vont développer des voiles innovantes, des bureaux d'ingénierie, des architectes qui vont travailler sur le routage, sur les performances des navires. Tout cela lié au renouveau, on va dire, de la propulsion des navires par le vent. Puisqu'effectivement, il y a quelques années, il y avait quelques entreprises qui s'y intéressaient et qui se créaient autour de ça. Mais ça fait vraiment 2-3 ans maintenant que ça prend plus d'essor, au regard notamment des réglementations internationales qui deviennent de plus en plus contraignantes, et puis de l'essor qui est porté par des chargeurs comme ceux qu'on a aujourd'hui. Donc on a aussi notre petite coalition de pionniers de la propulsion par le vent au sein de Winship. Et ce qui se développe aujourd'hui, ce sont des navires avec des types de voiles tout à fait différents de ce qu'on avait il y a une centaine d'années. Le Vélic a été abandonné depuis une centaine d'années, et aujourd'hui on a différents types de voiles. On a des voiles avec des profils aspirés, on a des voiles avec des profils plus épais qui ressemblent plutôt à des ailes d'avion, et on en voit un peu l'illustration ici sur l'image qui est projetée. On a des kites qui vont avoir une très forte force de traction et qu'on peut mettre sur des navires déjà existants. On a aujourd'hui 25 grands navires, vraiment des grands navires de charge qui sont équipés avec de la propulsion Vélic. Donc c'est pas quelque chose c'est vraiment quelque chose de concret qui est déjà mis en œuvre et qui sont en majorité des navires déjà existants qu'on a équipés avec ces voiles. Donc on a des apports, une décarbonation qui va de l'ordre de 5 à 20% sur ces premiers navires. Et puis on attend avec impatience le navire qu'on voit là, mais on a déjà le canopé là, qui va être équipé de ces voiles. Sur ces navires qui vont être nouvellement construits et designés vraiment pour de la propulsion par le vent, on va avoir des taux de décarbonation beaucoup plus importants qui sont attendus.
Et ça, on est sur un marché à venir qui est quand même estimé à peu près 10 000 navires qui pourraient être équipés d'ici 2030 et presque la moitié de la flotte mondiale d'ici 2050. Alors, évidemment, c'est à prendre comme des études prospectives, mais ça repose sur des arguments qui sont forts sur le fait que le vent est là, il est disponible, il est relativement abondant sur toute la planète, il est intégralement renouvelable. Et donc, aujourd'hui, on sait que la décarbonation du maritime va reposer sur des enjeux énergétiques absolument immenses qui touchent l'ensemble de l'industrie. Aujourd'hui, le transport maritime, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que l'industrie, en gros, c'est 97% des gaz à effet de serre. Donc, le transport maritime doit se décarboner, mais c'est toute l'industrie en elle-même qui va se décarboner. Et ça veut dire que tout le monde doit trouver de l'énergie pour réussir à faire mieux. Donc, le transport maritime aura une petite part de cette énergie. Ça veut dire qu'il va y avoir une concurrence et ça veut dire que tout ce qu'on peut utiliser comme énergie directement disponible, eh bien, il ne faut pas s'en passer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on positionne le vent comme une solution qui n'est pas une solution magique, qui n'est pas une solution unique, mais qui est finalement de plus en plus incontournable et qu'il faut intégrer au mieux. Bon, il n'y a pas que dans le maritime où il faut varier un peu les énergies. Pour revenir à vous, par rapport à notre projet, enfin celui qui est porté par la UTF et France Supply Chain, et avec des chargeurs qui sont présents ici. Vous avez choisi quelle approche justement par rapport à cet appel d'offres? Comment vous avez choisi? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Dites-nous. Ouais, ça marche. En fait, je reparlais un peu de Zephyr et Boreas, si vous me permettez. On a un peu de temps, mais... en fait, nous, on a démarré il y a 8 ans et on était pionniers sur le fait de vouloir réutiliser des navires de commerce à voile. Nous, ça nous paraissait évident en fait, de réutiliser la voile. Ça fait 3000 ans qu'on l'utilise pour transporter des marchandises et se dire, on est dans un monde où on doit réduire notre consommation d'énergie, réduire nos émissions de CO2. On a des voiles qui sont complètement automatisées, qui équipent des grands voiliers, des grands yachts, des grands voiliers de croisière, etc. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le réutiliser sur le transport de fret. Sauf qu'on... je dis ça en disant aussi qu'il y a 150 ans, on transportait des 5000 tonnes de marchandises avec des navires à voile, 100% à la voile en transatlantique. Nous, Canopé, c'est 5000 tonnes de marchandises de capacité. Donc je veux dire, on va faire de la voile sur des bateaux avec une capacité. On faisait la même chose il y a 150 ans, sauf que là, on le fait avec tout le progrès technique qu'on a depuis 100 ans. Donc nous, on était persuadés que c'était une évidence, que c'était possible, en combinant des technologies qui existent déjà. Sauf que c'était pas crédible parce que ça venait vraiment en rupture avec la manière de penser. Et donc, on s'est pas tout de suite dit, on va faire de la propulsion principale. On s'est dit, on va faire de la propulsion auxiliaire. On va essayer d'intégrer la voile dans un business un peu as usual. Et donc, quand on fait de la propulsion auxiliaire, on a un surcoût qui est sur l'achat du bateau qui est juste des voiles. Et donc, derrière, si on a un mode de fonctionnement conventionnel, on arrive à avoir peu d'impact sur le prix et peu d'impact aussi. On a zéro impact sur le transit time, on peut aller aussi vite et on économise. On va aussi vite, on économise de l'énergie. On n'a pas d'impact sur nos transit time et avec l'énergie qu'on économise, on peut compenser l'achat des voiles. Bon, voilà. On a réussi à convaincre Ariane avec ça, avec cette proposition de valeur-là, et donc à faire du transport maritime compétitif, sans impact sur le transit time, avec une propulsion à voile auxiliaire. Et après, on s'est dit, on peut aller plus loin. Et c'était la volonté des chargeurs de la coalition d'aller plus loin et d'aller sur des navires à propulsion principale à la voile. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la propulsion auxiliaire, on veut fonctionner principalement à la voile et économiser massivement à la voile. Mais là, c'est plus le même bateau, beaucoup plus complexe. On doit avoir une motorisation adaptée, une carène, un plan anti-dérive intégré à la carène adapté, et on utilise beaucoup plus de surface vélique. Et donc là, le bateau coûte 2 fois plus cher. C'est l'approche qu'on a eue parce que c'était la volonté des chargeurs, mais du coup on a été plus loin, mais c'est aussi grâce au premier step qu'on a eu sur la propulsion auxiliaire. Et en fait, tout ça pour vous dire que nous, depuis qu'on existe, on voit un peu le progrès que fait la voile dans l'imaginaire des gens, et puis aussi ce qu'on arrive à développer comme projet, on va vers de plus en plus de véliques. Voilà. Très bien. Justement, là, ce que tu disais, Géraud, c'est que dans le cadre de l'appel d'offres, il y avait plusieurs propositions techniques qui avaient été proposées.
Vous étiez un débutant en fait sur le sujet. Et donc, qu'est-ce qui, je sais pas qui veut répondre. Oui, peut-être. Non, mais Alexandre, comme vous voulez, pour dire un peu par rapport aux différentes options. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Pourquoi vous avez choisi ce Zéphyr et Boré? Simplement dans l'approche, qu'est-ce qui a fait la différence? Vous étiez déjà parti sur cette capacité-là? Vous étiez libre dans l'approche? Vous pouvez nous dévoiler un petit peu les dessous de ce projet? Alors, dans l'aspect capacité, oui, on était plutôt assez fixé sur les capacités qu'on y mettait. En fait, on a fait plusieurs rounds de négociation. Le dernier round, on s'est retrouvé avec 3 solutions techniques. Différentes, oui. Différentes, oui. Alors, le principe, c'est quand même 50% de propulsion vélique, mais différentes. Ce qui a fait le choix, effectivement, c'est la faisabilité technique des solutions. Donc, on a été accompagné par un ingénieur technique qui nous a permis, effectivement, de vérifier la véracité ou l'efficacité de la solution proposée. Et la deuxième chose, je pense, qui a vraiment fait pencher, effectivement, la balance sur le choix de Zéphyr et Boré, c'est l'équipe Zéphyr et Boré et la proposition de transparence. Alors moi, je suis acheteur maritime, et donc sur le marché maritime, c'est un marché effectivement qui est basé sur un équilibre ou un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc le coût, il est fixé sur ça. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup de capacité, une demande qui est faible, effectivement, les prix sont très bas. Ce qui nous a intéressé dans l'approche avec Zéphyr et Boré, c'est la transparence. Donc avec Zéphyr et Boré, on travaille sur un modèle non pas qui est basé sur l'offre et la demande, qui est basé sur du cost plus fee. Et le dynamisme des équipes, clairement. Je dis pas ça parce que à Morilla, ça joue, bien sûr. Mais ça a vraiment joué dans le choix, effectivement. Il faut avoir confiance là. Exactement. Vous êtes engagé sur 10 ans. Sur 10 ans, donc c'est pas habituel dans notre profession. Donc il faut avoir confiance dans les équipes. Malgré tout, par rapport à votre perception aujourd'hui, vous les chargeurs là, qui avez choisi, peut-être que Lise pourrait nous apporter des éléments de réponse, mais à ce stade, il y a encore des doutes ou des points faibles que vous imaginez, que vous percevez, et il faudra que vous vous adaptiez. On en parlera juste après, dans le cadre de cette table ronde, c'est-à-dire comment on fait évoluer cette supply chain. Mais à date, je ne sais pas si Alain veut répondre, l'un des deux, Alain d'ailleurs, sur ce sujet, de dire quels sont encore les points forts et les points faibles. On peut le faire des deux côtés aussi, au-delà de la décarbonation de ce transport vélique porte-conteneurs. Bonjour à tous. Il y a plein de questions encore, énormément de questions. La première, j'allais dire, c'est la durée. On en a parlé. On parle de 10 ans, mais c'est 10 ans à partir du moment où le bateau est en mer. Donc là, on s'engage plutôt sur 12-13 ans quand même. Donc on a des prix qui évoluent. On l'a vu ces 3-4 dernières années qui font le yo-yo en haut en bas. Donc ça, c'est première question. C'est-à-dire, est-ce que le prix auquel on contractualise avec Zéphyr et Boré est le bon ou pas? Alors, rassurez-vous, on peut sortir du contrat si on a vraiment besoin de sortir du contrat. Pourquoi on peut avoir besoin de sortir du contrat? Nous, on transporte des produits finis, c'est-à-dire des spiritueux avec des bouteilles, et on a une deuxième contrainte sur la bouteille. Donc, est-ce que la bouteille va être toujours la même? Est-ce que notre quantité de bouteilles va être Donc, on ne sait pas comment vont être manufacturés nos produits dans les 5 ans, dans les 10 ans. Donc on a aussi beaucoup de questions sur le sourcing de nos produits et même la composition de l'emballage de nos produits. L'autre Alain, du coup, j'ai une question. Parce que là, dans ce projet, si j'ai bien compris, c'est une rotation par semaine qui est visée sur les 2 lignes. Parce qu'il y a 2 projets de ligne aujourd'hui qui sont sur la table. Ouais. Sur 52 semaines, donc ça fait un petit peu de quantité quand même, mais à l'échelle de ce que vous représentez tous, c'est quand même acceptable. Mais qu'est-ce qui, justement, vous engage à pouvoir charger plus dans le temps? J'imagine aussi qu'il y a une trajectoire à votre niveau, chacun, pour essayer de mieux charger les bateaux. Vous organisez en amont et en aval? Alors, moi je n'ai pas fait partie du projet Amérique du Nord. Je suis plutôt là pour parler du next step, de l'avenir. Géraud a annoncé plusieurs autres projets.
Néanmoins, je peux essayer de répondre à la question. Pour nous, l'idée ne sera jamais de nous engager sur la totalité de nos flux, comme on l'expliquait, et je pense que tout le monde l'aura bien compris. Il y a une saisonnalité, il y a une variation d'une semaine sur l'autre, on a une multitude de points de départ et d'arrivée, donc on s'engage sur une quantité fixe, qui est une petite partie, mais qui sera un point de stabilité dans la supply, qui va permettre à cette ligne entre guillemets privative de fonctionner chaque semaine. Et si on continue le tour, justement par rapport à ces avantages, donc on voit bien que la décarbonation c'est un moteur pour vous. Après quel serait le deuxième facteur à améliorer pour cette industrie vélique? C'est plutôt la vitesse ou c'est continuer sur la décarbonation? Alors, pour les produits que j'exporte, on n'est pas du tout sur un sujet transit time. Ce qu'il nous faut, c'est de la régularité. Et justement, cette solution Vélic, il nous a prouvé lors de ces 2 années de travail, c'est qu'on peut avoir une fiabilité. On peut mettre en place dans le cahier des charges un transit time fixe sur lequel la compagnie peut s'engager. Alors après, il y aura un facteur émission qui va peut-être varier. Hein. Si plus on veut aller vite, peut-être que ça peut varier, mais c'est quelque chose d'important, la régularité. Moi, je ne vais pas chercher la vitesse parce que mon produit n'a pas besoin. Mais par contre, il a besoin de régularité juste pour la supply et d'être sûr que le produit soit bien en stock au bon moment. Après, vraiment, ce qui est important aussi de comprendre dans des grands groupes industriels, c'est la partie intervention, c'est-à-dire qu'on a recours à la compensation, mais c'est le dernier recours. J'ai envie de dire, on veut avoir des innovations qui permettent de prouver une intervention. Et ça, on est vraiment sur de l'innovation qui permet de l'intervention. Donc la supply chain va émettre moins, et c'est vraiment le leitmotiv pour un groupe comme celui que je représente aujourd'hui, c'est d'être sûr que cette solution puisse à petit ratio, au moins prouver ça. Et aussi l'idée, c'est de pouvoir être, pour un grand groupe, c'est de préparer le terrain. Parce que forcément, on parlait d'un prix, en tarification peut-être plus élevée. Il y a plus de facilité pour un grand groupe multinational d'investir sur une solution qui permet d'ouvrir les portes à d'autres chargeurs. Lise, vous nous expliquiez qu'il y avait plusieurs projets, plusieurs technologies qu'il fallait rassembler, des industriels de pointe. Mais un bateau, ça part d'un port et ça arrive à un port. Est-ce qu'il y a aussi un sujet concernant les ports pour le Vélic? Effectivement, alors c'est plutôt le sujet du transfert du chargement, déchargement, de la taille des navires qui sont concernés aussi. Parce qu'on parle quand même de plus petits navires, on n'est pas sur des 24 000 EVP là, quand on parle de ces bateaux-là, et c'est quelque chose qu'on recrée aussi avec ces propositions, d'être sur du point à point, de se rapprocher des zones de chargement, déchargement, de diminuer aussi, donc on parlait bien de la supply chain, de diminuer les émissions carbone en amont et en aval. Après, sur les phases portuaires en elles-mêmes, alors Amaury est sans doute beaucoup plus dedans et pourra en donner plus de détails. Il y a quand même un gros travail qui est fait aujourd'hui sur ces systèmes de voile pour qu'elles puissent aussi s'adapter à des phases de chargement, déchargement et ne pas être bloquantes. Ça ressemble quand même plus ou moins à des grandes grues et on sait, les dockers savent travailler sur des bateaux de ce type-là, donc il y a des attentes, des attentions particulières à avoir, mais c'est des choses que les équipes en tout cas savent faire. Et après, il y a toute la question des accès au port avec des tirants d'air, des tirants d'eau qui sont un peu différents, mais là aussi on a des systèmes de voile qui sont rétractables ou qui peuvent se basculer. Donc il y a des innovations qui se font aussi sur ce sujet-là. Donc ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on est sur des premiers de série et qu'il va y avoir de l'apprentissage aussi, de retour d'expérience à faire sur ces premiers projets. Alexandre, vous vouliez rajouter quelque chose avant de passer la parole à Amaury? Ouais, je vais compléter sur la partie justement portuaire. Et l'avantage effectivement de passer sur des navires à des capacités plus limitées, c'est d'aller toucher des ports différents du transport traditionnel. Et je pense notamment quand on arrive sur la côte est des États-Unis, on a choisi délibérément avec Amaury d'éviter le port de New York pour aller sur un port plus au sud en Pennsylvanie, simplement justement pour améliorer le service et éviter toutes les problématiques qu'on a vécues depuis les 3 dernières années de congestion de port. Donc quand Amaury disait
En termes de services, on est capable de faire des services, des transit time qui sont quasi équivalents aux meilleurs services maritimes. Nous, on pense, chez Michelin, qu'on sera même meilleur au niveau des services parce qu'on va avoir moins de blank sailing, on va avoir moins de congestion de port, etc. Donc, on pense que sur l'aspect bien sûr, décarbonation, la solution apporte les objectifs qu'on s'est fixés. Sur la partie service, on pense qu'on va gagner du service. Et puis, on parlerait de l'aspect coût. Oui, Amaury, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien saisi comment ça fonctionne, justement pour décharger et charger. Le navire n'est pas gréé ou il est gréé? Le navire n'est pas gréé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grue sur le navire. Donc on utilise des portiques de manutention, enfin des engins de manutention terrestres. Ce qui a été important dans le choix des ports, donc nous on a rencontré tous les terminaux. C'est-à-dire que quand on a eu le dossier d'appel d'offres, on était rencontré tous les terminaux pour échanger avec eux et être sûr que ça ne vienne pas perturber la productivité du chargement-déchargement, parce que ça c'est essentiel. Plus on passe de temps dans un port, moins on en passe sur l'eau. Donc plus on doit aller vite sur l'eau, plus on va vite. Sur l'eau, plus on émet de CO2. Voilà. Et moins on peut utiliser les voiles, parce que ce bateau-là, à 7-8 nœuds, il va faire du 90% à la voile. Si on le met à 11 nœuds, il fait du 60% à la voile. Et si vous le mettez à 14-15 nœuds, il descend de 50%. Donc nous, ce qu'on vise, contrairement au premier projet qu'on est en train de faire, c'est de la propulsion principale à la voile. Donc la capacité à aller à 11 nœuds, elle est essentielle si on veut atteindre notre bilan carbone. Donc le choix du port est essentiel. Donc la productivité de la manutention, et puis la capacité d'être dans un port pas congestionné. On en a profité, on a des petits bateaux, donc on va sur des terminaux qui sont pas des gros terminaux, qui sont des plus petits, des terminaux secondaires, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure qualité de service, plus de fiabilité dans le service. J'ai l'impression que j'ai un problème avec mon micro, là, c'est vrai. Voilà. Donc après, nos transit times sont plus longs parce qu'on va plus lentement. Par contre, ils sont maîtrisés. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en choisissant nos ports, c'est d'être sûr de pouvoir les maîtriser. Okay. Moi, j'avais encore une question, justement, dans ce contexte-là de concurrence avec l'existant, et notamment les compagnies maritimes. Alors, je ne sais pas si Lise veut nous apporter un complément, ou les acheteurs, puisqu'on a des acheteurs de transport maritime, par rapport aux compagnies actuelles qui sont les leaders qu'on connaît tous du transport en conteneur. Si vous pouvez nous éclairer un peu sur leur réaction aujourd'hui, ils sont aussi partie prenante de ces projets véliques ou pas du tout? Et c'est un problème quand on discute avec eux de dire on lance une initiative à la voile. Qui veut répondre sur cette question délicate? C'est toi, Jérôme. Oui, je vais répondre. En fait, on propose quelque chose de pas du tout attractif pour eux. En fait, on leur demande de faire des petits bateaux, alors qu'ils savent faire des gros bateaux. On leur demande de faire, comme Lise a expliqué, du point à point. Ils font du hub to hub. On leur demande de la transparence, et alors qu'on est plutôt dans un monde un peu occulte. Et on leur demande on est plutôt maître de leur... de ce qu'on veut faire, alors qu'eux veulent rester maîtres chez eux. Donc en fait, on a été hyper transparent et on a parlé aux très grosses compagnies quand on a lancé l'appel d'offres. Et je laisserai après les autres répondre sur les échos qu'ils ont eus. Mais on aurait aimé qu'ils répondent. Ça aurait été très pas répondu en fait. Voilà, ça aurait été très confortable pour nous. Alors il y a certains acteurs moyens qui ont répondu, ce qui nous a apporté une lueur d'espoir, mais malheureusement ils n'ont pas répondu. Pas les trois leaders. Alors je confirme, les global carriers ne sont pas adaptés ni intéressés par ce type de solution. En tout cas, lorsqu'on leur en avait parlé, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans leur process. Ils n'ont pas la taille pour faire ça. Après, je pense que ce type d'association montre qu'il y a un intérêt, une vraie demande de la part des chargeurs pour l'innovation. Et je pense aussi que ça a un écho chez eux. Même si ce n'est pas adapté à leur taille, je pense qu'ils commencent à réfléchir à comment intégrer ce type de solution et d'innovation avec leur process qui est malheureusement pas encore adapté. Donc, pour terminer sur ce sujet, avant peut-être de passer à un autre, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que vous êtes
plusieurs d'entre vous, vous achetez quand même beaucoup de conteneurs chaque année auprès de ces leaders du marché. Aujourd'hui, ils considèrent que, en fait, c'est pas un sujet, c'est tellement petit, c'est pas, en fait, ils vous en parlent pas. Alain, je vous vois hocher la tête. Il y a pas de, c'est pas un sujet. Enfin, c'est un non-sujet pour eux. Je pense que c'est un non-sujet pour eux. Je pense qu'ils regardent et ils se disent tiens, on va. C'est une expérimentation. Et je pense qu'ils le voient plus comme une expérimentation que comme on les challenge par rapport aux profits qui ont été faits ces 2-3 dernières années. Lise, dans l'association, il n'y a pas de gros faiseurs là, du porte-conteneur classique ou si? Alors, pas directement. En revanche, on a un gros leader qui a pris départ dans un projet Neoline récemment. Donc, effectivement, c'est peut-être pas son premier cœur de métier tout de suite, mais il y a vraiment un intérêt. Et d'autres compagnies comme Hapag-Lloyd commencent à regarder très sérieusement. On lance là, on a lancé mardi un consortium d'un certain nombre d'acteurs maritimes pour travailler sur un projet permettant d'accélérer la structuration de la filière vélique en France, parce qu'on a un écosystème un peu particulier en France et assez porteur. Et dans ce consortium sont de grandes compagnies maritimes. Donc ça reste évidemment expérimental. Le fait d'avoir une coalition de chargeurs, je pense que c'est très nouveau pour eux aussi, et c'est sans doute un des éléments au-delà de la propulsion vélique qui les interroge. Mais le fait d'utiliser la force du vent fait quand même son chemin. Et peut-être juste une dernière question, parce qu'Amaury nous parlait de ce projet avec Multi-Use. Aujourd'hui, à votre connaissance, la capacité, là, à court terme, c'est combien? 1000, c'est vraiment on est sur déjà un seuil qui est limite, ou on peut se projeter déjà à plus de TUs dans ce que vous connaissez des projets? On a des projets jusqu'à 2500. 2500. Voilà, qui sont encore des concepts. Après, il faut aussi peut-être se projeter dans ce futur du transport maritime qui, bon, évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais un certain nombre de signaux ou d'analyses nous disent bien que les plus petits, les feeders, etc., ont tendance quand même à se multiplier. Que la question justement du scope 3 sur toutes les entreprises et les industries, sur la volumétrie qu'on va transporter par les mers, sur le lieu de production, de transformation, les transports, tout ça va être vraiment très questionné dans les années qui viennent. Et le fait d'avoir du transport de l'infrarégional ou du régional, enfin à l'échelle large. Des feeders à la voile. Des feeders, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Ouais, c'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est d'embrayer sur un deuxième sujet qui nous intéresse, c'est sur la mutualisation ou la collaboration entre chargeurs, puisque vous avez déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises en disant que ce projet n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de coalition. Donc, c'est vraiment le cas. Enfin, Alain, vous avez pris le micro. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette coalition? Tout d'abord, déjà, merci à Géraud, parce que c'est lui qui a lancé l'initiative et qui nous fédère tous. Donc, sérieusement, merci. Je pense qu'un projet comme ça, si on le regarde d'un point de vue financement banquier et industriel que représente Zéphyr et Boré, c'est un gros investissement. Ils ont besoin des engagements, puisque les banques veulent des engagements long terme. Et nous, seuls, comme on disait tout à l'heure, moi, je ne peux pas m'engager. Je pourrais techniquement prendre un navire et m'engager tout seul, mais au vu des saisonnalités, au vu de l'inconnu, je parlais du poids de mes bouteilles. Aujourd'hui, je sature en poids les conteneurs et pas en volume, donc je ne sais pas ce qui va arriver demain. Et donc, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble pour rendre ce projet viable et donner des garanties industrielles que nous pouvons donner à Zéphyr et Boré et à leur financement et à leurs partenaires. Thibaut, c'est aussi votre approche. Vous êtes là pour quelle raison, quelle motivation? Alors justement, cette collaboration, pour moi, elle est indispensable. On ne peut pas être seul pour développer ce type de navire. On a vu que les global carriers ne proposaient pas, hormis d'autres solutions qui sont plutôt sur du biofuel, pour faire tourner des gros navires. Donc c'est pour faire de cette intervention et pour vraiment économiser des CO2 à la source, on y a vu vraiment une opportunité en tout cas. Et le fait d'être à plusieurs
nous fait poser les bonnes questions. Alors déjà, c'est passionnant parce qu'on peut aller vraiment loin dans la thématique, dans toutes les thématiques du Vélic, techniquement, mais aussi d'un point de vue juridique. On a été accompagné par un juriste, on a été accompagné par un expert technique, donc on n'est pas seul non plus. Et le fait d'être plusieurs experts maritimes ou parfois juste acheteurs, parfois, ça nous donne vraiment une force, mais dans le bon sens. C'est pas pour écraser, c'est justement pour proposer assez de volume pour qu'un projet se fasse. Donc il n'y a pas de compétition là-dedans, on est vraiment sur de l'échange. Je trouve que ça a très très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui et d'un point de vue juridique on est bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'entente par exemple, il n'y a pas ce type de risque et l'idée c'est de pouvoir proposer cette force d'engagement de toute une panoplie de chargeurs et transitaires pour aller plus loin. L'objectif il est le même pour tous dans ce groupe et c'est ça qui est vraiment vrai, on est sûr d'avoir une valeur ajoutée grâce à ça. Et Alain, vous qui représentez ADO, parce que là, des conteneurs, vous en chargez quand même un paquet chaque année, même à votre niveau, ça a du sens de mutualiser, de collaborer avec, entre chargeurs? Absolument. Quelle que soit la taille du chargeur aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on représente toujours une toute petite partie du fret sur ces porte-containers géants. Et donc, quand on se pose la question en tant qu'entreprise leader, comment peut-on être leader acteur et pas juste leader par les mots? Dans le fret maritime, il n'y a pas 36 solutions. Il faut le faire à plusieurs, il faut le faire ensemble. En tant que chargeur, j'étais très frustré jusqu'à présent autour de ce sujet. Comment agir? Comment être contributeur à un changement? Et l'opportunité est donnée avec ce projet de peser et de faire bouger les choses. On disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, les compagnies maritimes sont peut-être un peu passives par rapport à ce projet et cette idée. Moi, j'ai la conviction que quand les premiers porte-containers entreront dans les premiers ports et qu'on verra tout ça, je pense qu'il y aura un certain retentissement. Que forcément elles se mettront en mouvement si ce n'est déjà fait à ce moment-là. Alexandre, du coup à plusieurs, il faut se mettre d'accord pour avoir un même discours. C'est pas évident ces projets. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Les concessions, il y a forcément des concessions à faire. Vous pouvez nous éclairer un peu? Alors à plusieurs on est plus fort déjà. Alors une chose importante, c'est plutôt pour encourager effectivement les chargeurs qui seraient peut-être dans la salle d'intégrer effectivement ce type de projet, c'est que pour rendre le projet viable, il faut faire des bateaux d'une taille minimum. Donc plus il y a de chargeurs, alors l'idée c'est pas de faire une course au gigantisme sur la taille des bateaux, on va pas faire des 24 000 TEUs avec des propulsions Vélic, mais l'idée c'est d'avoir une taille nécessaire, une taille minimum pour pouvoir rendre le projet viable. Donc c'est pour ça que j'encourage, s'il y a des chargeurs dans la salle, à venir discuter avec Amaury et avec Géraud sur les projets qui seront en cours. Sinon, sur la partie chargeur, on avait 22 chargeurs, mais j'ai quand même été surpris de la façon dont ça s'est déroulé, plutôt bien, effectivement, sans heurts, même dans l'établissement du cahier des charges. Quand vous avez 22 chargeurs qui établissent un cahier des charges, on s'attendait à plus de difficultés, donc ça s'est bien passé. Et ce qui montre quand même quelque chose, c'est que quand vous faites partie d'une coalition de chargeurs, vous vous rendez compte que quand il y a 22 chargeurs qui viennent, vous allez dans la bonne direction. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chargeurs effectivement dans la coalition, la direction, vous pouvez considérer que la direction que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Géraud, toi qui portes le projet, c'est dans le cadre de l'AUTF et de France Supply Chain. Tu peux nous en dire plus? C'est le rôle de ces deux associations dans le succès de cette initiative? Alors, je porte le projet, je suis le JO de cette affaire-là, c'est ça. Alors, en fait, très clairement, sans l'AUTF et sans France Supply Chain, on ne l'aurait pas fait. Vraiment? Oui. En fait, il nous apporte deux choses. Un, le réseau, et deux, la structure. C'est-à-dire que c'est pas mon job, c'est pas le job d'Alexandre, c'est pas le job d'Alain. Donc nous, il faut que ça tourne derrière. Il faut lancer, il faut animer, il faut organiser. Donc on a besoin de ces deux associations pour effectivement nous créer la structure. Après, la particularité, c'est que aucune de ces deux associations ne pouvait porter réellement le projet de par leur statut. Et donc on a dû créer cette structure à part
Mais néanmoins, Elle est ouverte. c'est complètement ouvert. Voilà. Donc là, on peut, même si on n'a pas participé au tout début, c'est pas trop tard. Exactement. Au contraire, il faut venir pour collaborer, pour apprendre. Il faut venir pour participer. Enfin, c'est vraiment quelque chose en construction. Donc non, la réponse, elle est très claire. Hein. Sans ces deux associations, on n'aurait pas pu le faire. Et Alain, vous avez le micro. Des projets de collaboration, de mutualisation, moi je pense que vous serez emmenés tous à en gérer de plus en plus souvent, parce que il y a des leviers. Alexandre disait, à plusieurs on est plus fort. Mais il faut apprendre, parce que c'est pas facile. Quand on est tout seul dans son entreprise, déjà c'est pas simple. Mais alors, quand on est à 4, 5 ou 22 en l'occurrence, c'est... Qu'est-ce que vous avez retenu des choses qui vous serviront pour d'autres projets de collaboration, que ce soit dans le Vélic ou d'ailleurs dans d'autres projets de supply chain? Vous pensez que vos équipes en retirent quelque chose de positif pour d'autres projets? Alors oui, sur les projets de mutualisation, on a un groupe de spiritueux. On a deux particularités. D'une, sur la partie cognac, on produit tous à Cognac. Donc on a l'habitude de travailler avec les autres confrères de Cognac, puisque on exporte 98% de la production de cognac. Donc les autres maisons de cognac sont fédérées autour d'associations et on travaille tous ensemble à ce niveau-là. Si on est à l'étranger, on a aussi l'habitude de travailler tous ensemble dans le monde des spiritueux. Pourquoi? Parce qu'on a une réglementation qui est très particulière. C'est-à-dire que les taxes et les droits de douane sur les spiritueux sont une des mannes les plus intéressantes, exactement, et ce partout dans le monde. Donc on a des réglementations sur les entrepôts. Si on prend tous nos confrères, on est quasiment sur tous les mêmes entrepôts, que ce soit à Singapour, à New York ou même au Havre. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à ne pas se bloquer. On apprend que le compromis est la règle d'or et que si on travaille tous ensemble sur le même objet qui est le container, c'est peut-être qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme les copains, mais pourquoi pas? Si eux le font, pourquoi pas nous? Je pense que la clé, c'est vraiment quel est notre objectif? On l'a dit tout à l'heure, la régularité. Nous, on a des produits aussi qui dorment dans les chais pour vieillir, donc que ce soit entre 5, 30 ou 100 ans. Donc on n'est pas à 3 jours près sur le délai. Et c'est la régularité et puis un prix qui soit raisonnable et un engagement qui, nous et le nôtre, c'est décarboner le plus vite possible. Thibaut, vous chargez aussi avec un confrère? Des confrères. Après, plus sérieusement, parce que c'est vrai que une collaboration à plusieurs, c'est pas toujours facile. Et donc, vous, à votre niveau, c'était aussi... vous aviez déjà de l'expérience dans de la mutualisation, vous avez appris des choses, vous en tirez... Alors, on connaît avec la UTF aussi les règles, parce qu'il y a des règles dans ce type de réunion à plusieurs, même avec des concurrents. Donc, il y a des règles qui sont très simples. On ne parle pas de tarifs ensemble, on ne parle pas de comparaison, même de ce qu'on peut faire sur les chiffres rates par ailleurs. Donc, tout ça, c'est exactement les mêmes règles sur cette coalition-là. Après, je veux dire, sur un projet comme celui-là, pourquoi il avance? C'est parce qu'on a le même objectif. On n'est pas en train de se tirer la couverture. On veut que ce projet-là puisse avancer. Et donc, on va plutôt même se donner des coups de main pour que Zéphyr et ce projet-là puisse exister. Donc moi, j'ai jamais senti de compétition. Au contraire, on est plutôt là pour avoir un objectif commun et d'avancer ensemble. Justement, dans ce que vous disiez, l'un comme l'autre, Lise et Amaury, aujourd'hui, l'industrie Vélic, elle est encore à se construire. Il y a différentes compétences, de ce qu'on a compris, qui doivent être, que vous devez associer. Là aussi, c'est une réalité, la collaboration, la mutualisation entre parties prenantes, où il y a déjà une concurrence forte entre les différentes solutions. Il y a pas mal de questions dans la question, et c'est intéressant. C'est mon boulot. Bon, premièrement, si on prend cette industrie, c'est les éoliennes il y a 30 ans. Alors, une éolienne il y a 30 ans, c'était complètement lunaire. Voilà. Nous, on a un de nos investisseurs qui a installé la première éolienne en France. Il
il y avait un gros fournisseur d'énergie, gros producteur d'énergie qui était là au moment de l'inauguration et qui a dit celle-ci, elle va tomber, on va la retrouver par terre demain. Bon, elle a tenu et il a développé l'éolienne. L'année dernière, c'était la production d'électricité, enfin la technologie la plus installée pour produire de l'électricité l'an dernier. Je pense que la voile, ça va être la même chose. Aujourd'hui, on est en train de créer un marché. Ce projet, c'est pas juste pour se créer un petit marché pour nous, Zéphyr et Boré, c'est pour démontrer que ça fonctionne et que ensuite il y ait aussi des majors qui s'y mettent. L'éolien, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des petits qui sont devenus des moyens, et puis il y a des majors qui se sont mis à faire de l'éolien. Ça va être pareil, je pense. Dans un monde où l'énergie coûtera de plus en plus cher, il faudra l'économiser. La voile, c'est la meilleure des technologies pour le faire. Et ça, c'était comme le temps passe. Ouais, pardon. Alors, la deuxième sur la mutualisation. Financer un bateau comme ça, c'est très compliqué. Ça n'a pas de liquidité, il n'y a pas de marché d'affrètement de bateaux à voile. Donc, en fait, quand vous allez voir un financier pour financer ce type de bateau, il s'appuie que sur le contrat que vous êtes capable de lui apporter. Parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur la valeur résiduelle de l'actif. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des contrats long terme. Pour avoir des contrats long terme, il faut en avoir plusieurs parce qu'il faut plusieurs chargeurs pour charger ça. Et pour pouvoir rassurer les chargeurs sur ce qu'ils payent, il faut de la transparence. Et donc nous, on a été transparents pour que chacun sache ce qu'il paye et pourquoi, et pour qu'on puisse introduire du temps long dans la relation commerciale. Et c'est ce temps long qui permet de faire ce projet et qui derrière permet de créer un marché et qui derrière permet de développer la voile au niveau international. Et donc, ce qu'on a vécu au niveau de cette coalition, à mon sens, c'est ce qu'il faut vivre au niveau de nos relations commerciales pour pouvoir décarboner massivement. Voilà. Ça va être le moment des questions, donc préparez-les. Mais juste le temps que je me déplace et que je donne le micro, donc levez la main. Lise, peut-être un dernier éclairage très court sur la France dans ce défi industriel. On en est où? On est plutôt bien positionné? On est déjà en retard par rapport à d'autres pays? Vous n'allez pas nous dire ça, mais où on en est où? Non, ouais, très clair. En France, on a deux sujets. Hein. On a la capacité à développer et produire et déployer des équipements de propulsion par le vent avec ces différentes technologies. On n'a pas eu le temps de toutes les passer, mais voilà. Sachez qu'il y a des kites, des voiles, des profils, etc. Et aujourd'hui, on a déjà 3 usines qui sont installées, en cours d'installation, et on en a 2 autres qui sont en gestation. Donc, on a déjà de l'emploi. On envisage d'en avoir à peu près 3000 emplois directs d'ici quelques années sur la production de ces voiles et de ces ailes. Et on a la plus grande concentration, on va dire, d'équipementiers dans le monde qui sont aujourd'hui présents sur le territoire français. La deuxième spécificité, c'est la capacité à offrir du service de transport décarboné en utilisant de la propulsion par le vent. Et c'est là où aussi, en France, on a une spécificité, c'est qu'on a des jeunes compagnies d'armement maritime qui se positionnent avec des projets extrêmement ambitieux, puisqu'ils vont jusqu'à plus de 50%, c'est-à-dire une propulsion principale par le vent. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que la France qui propose ça. Par contre, parce qu'il y a toujours un par contre, on a le développement d'autres équipements en Europe du Nord, en Asie. Ça commence à arriver sur le marché. Et puis, on a des projets avec de la propulsion auxiliaire, c'est-à-dire un appui à la propulsion par le vent, qui se développe aussi, pareil, en Asie, en Europe du Nord. Donc, on est bien dans la course, mais il faut aller très vite pour se positionner. On a quand même un atout, c'est que dans le cadre du transport vélique, la France, de par sa géographie, est pas mal placée. Est-ce qu'il y a une question avant de... Monsieur, rapide dans la question et dans la réponse? Oui, Vincent Calabrese d'Antenne. Je voulais savoir si dans cette association de chargeurs, vous pouviez laisser la porte ouverte à des transitaires pour peser plus lourd. Alors c'est une très bonne question. Au début, on était que chargeurs, en disant que ça va être compliqué de faire intégrer des transitaires, notamment parce qu'il y a une notion d'achat-revente qui va être compliquée à gérer. Aujourd'hui, il y a des gros transitaires qui sont à bord et qui nous permettent de faire le projet. Voilà. Donc je ne peux pas vous dévoiler quel est le pourcentage de BCO et de freight forwarder, mais il y a une collaboration importante des freight forwarders. Oui, Jean-Luc Rognon, Supply Chain Magazine. J'avais une petite question sur les tarifs. Je ne sais pas si on peut l'aborder, mais on a dit finalement qu'il fallait raisonner aussi aux tarifs qui allaient évoluer. On se projette en 2025-2030. Voilà, mais
au tarif d'aujourd'hui, qui est à peu près le même que 2019, au tarif du conteneur, voilà, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du pourcentage de surcoût par rapport à une fourchette, mais quelque chose? Alors, je ne peux pas vous répondre, vous avez une deuxième question. Je ne peux pas vous répondre parce que ça revêt de la confidentialité, mais je vous à Maury pour que vous ayez ça. Ce qu'il faut... pardon? Et tu ne peux pas répondre. Non, ce qu'il faut comprendre, et je vais vous donner quand même une fourchette, d'accord? Ce qu'il faut, on est, et c'est assez facile comme fourchette, on est en dessous du prix 2021 et au-dessus du prix d'aujourd'hui. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur un truc x2. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un premium à payer, mais on n'est pas sur un prix x2. Et aujourd'hui, la question c'est est-ce que c'est acceptable? Ben oui, comme l'a dit tout à l'heure Alain, on va pas mettre tous nos containers sur ces bateaux-là. Donc c'est le coût de la décarbonation qui est pour nous acceptable. C'est pour ça qu'il y a des chargeurs qui veulent venir et qui viennent aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est que moi, ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, à du pooling un peu. On se dit, là, c'est pas des camions, mais on va remplir des conteneurs. Sauf que c'est du pooling où on va se projeter sur, dans 3 ans, comment vont être mes flux et surtout mes saisonnalités, etc. Est-ce que là, aujourd'hui, justement, dans vos négociations, vous tenez compte des saisonnalités, de ce que chacun peut apporter? Enfin, il y a quand même une marge de manœuvre où vous êtes obligé de vous engager sur de manière hebdomadaire, des flux, des nombres de conteneurs chaque semaine? Non, on s'engage de façon hebdomadaire. Alors ça veut dire que la mitigation qu'il avait expliqué par Alain, c'est qu'on ne met pas tous nos flux sur le Vélic. C'est-à-dire qu'on mitigue les risques en disant, voilà, on met une certaine quantité effectivement de nos flux sur le Vélic. Pour répondre à la question sur l'axe tarifaire et sur la comparaison de coûts, la comparaison des coûts, elle ne doit pas se faire par rapport au prix de maintenant. Les bateaux, ils vont arriver dans 2 ans. C'est un projet à long terme, des engagements de 10 ans. On sait tous que la décarbonation, c'est un surcoût. Deuxième chose, quand vous parlez avec les compagnies maritimes, les roadmaps décarbonation des compagnies maritimes sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut être carbone neutral à horizon 2050. Ça veut dire que le principal levier pour le faire, c'est les carburants alternatifs. Donc, il va avoir, dans les années à venir, une forte tension sur les carburants alternatifs et donc tout naturellement une augmentation du tarif maritime. Alors que là, avec Zéphyr et Boré, on a un prix fixe sur 10 ans. Mais en conclusion quand même de ce que je retiens, c'est que l'idée, c'est que plus vous êtes nombreux, plus ça limite les risques auprès de chacun. Hein. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que la porte est ouverte, c'est pas trop tard. Les 22 qui sont là, c'est pas fermé. Ou alors, c'est pas un club, hein, donc il y a possibilité. Et que derrière, c'est ce que disait Alain d'ADO, c'est qu'il y a d'autres projets aussi vers d'autres continents, d'autres possibilités. Et donc, c'est que le début de l'histoire. Mais plus les chargeurs seront importants, plus ils pourront peser aussi auprès des freight forwarders, des compagnies. Et c'est ce que vous cherchez en fait dans ces initiatives, c'est que vous êtes un peu les précurseurs et que derrière, ça suivra, ça se développera. Et effectivement, c'est notre conviction. Et pour juste 2 mots sur l'Asie-Europe, c'est vrai qu'on met la barre plus haut. Il y a un succès qui va venir sur le transatlantique. L'Asie-Europe, c'est moins cher aujourd'hui parce que c'est plus massifié. Les émissions carbone sont plus basses parce que les bateaux sont plus modernes et plus grands. Et puis, d'après ce que j'ai compris, c'est moins favorable niveau vent que le transatlantique. Donc effectivement, on a encore plus besoin de monde pour nous accompagner. Et quand la barre est plus haute, eh bien la récompense est également plus importante quand on réussit. Voilà. Merci à tous, merci à l'assistance. Je crois que ça a été enregistré en vidéo, donc il sera possible sur France Supply Chain de retrouver votre intervention. Merci. Merci à vous.